Parce que ce soir, ce décès hautement probable n'est pas encore certain à 100%. Les corps des 10 personnes tuées dans le crash n'ont pas encore été formellement identifiés. Alors, que sait-on vraiment? C'est important. Les indispensables de Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin, merci d'être avec nous. D'abord sur l'accident, de quoi est-on certain ce soir? Eh bien, ce que l'on sait, Thomas, ce soir, c'est que selon les données radar, le jet privé a décollé à 17h45 hier soir de l'aéroport de Tcheremetyevo au nord de Moscou, direction Saint-Pétersbourg. Normalement, un vol de ce type dure environ 1 heure. À bord de l'avion, 10 personnes sont enregistrées, 3 membres d'équipage et 7 passagers. Dans la liste des passagers, Evgeny Prigojine et Dimitri Oudkine, le numéro 2 de la milice Wagner. Les 5 autres passagers sont également des membres du groupe paramilitaire. Le jet, à présent, l'Embraer Legacy 600, était la propriété du groupe paramilitaire depuis 2019 et on sait qu'Evgeny Prigojine empruntait régulièrement cet avion pour se déplacer, notamment après le putsch avorté le 24 juin. Pendant 25 minutes, l'avion est visible sur les radars, puis brusquement, il change de trajectoire vers l'ouest. Regardez cette image captée par un internaute. On distingue clairement le changement de trajectoire brusque, comme si l'avion se déroutait de sa trajectoire. À 18h11 précisément, sans que l'on sache pourquoi, l'avion disparaît des radars, mais il continue d'émettre des données. Selon le site Flight Radar 24, un site de référence de tracking d'aéronefs, l'avion vole à plus de 900 km/h à 8500 mètres d'altitude. 9 minutes plus tard, à 18h19, l'avion perd brusquement de l'altitude, moins 2500 mètres en plusieurs secondes. Il atteint donc 6000 mètres d'altitude. On ne sait pas précisément où il se situe à ce moment-là exactement. Et 20 secondes plus tard, il cesse d'émettre. L'avion s'écrase ensuite à Koutzenkino, à mi-chemin de son point de départ Moscou et Saint-Pétersbourg. Et d'après la seule image du crash authentifiée ce soir, filmée par un témoin, on distingue l'avion, ici, piqué du nez vers le sol, avant de s'écraser. Voilà, pour ce que l'on sait de manière certaine, parlons à présent des hypothèses. Qu'est-ce qui a pu se passer? Quelles sont les hypothèses les plus vraisemblables? Alors, on a analysé les images, Thomas, et la thèse qui semble la plus probable ce soir, c'est celle du missile qui a détruit l'avion. C'est d'ailleurs celle que vous privilégiez, Xavier Titelman, celle aussi retenue par une partie du monde occidental. Selon un responsable occidental signé par le Financial Times, l'avion a été abattu par un système de missiles anti-aériens russes. Avec vous, Xavier Titelman, on a décortiqué seconde par seconde ces images. Et le premier détail qu'on a remarqué, c'est cette traînée blanche à gauche, juste ici, à côté de la traînée de l'avion à droite. Cette traînée, c'est la marque d'un missile sol-air. Le deuxième indice qui accrédite cette thèse, ce sont les impacts aperçus sur la carlingue de l'avion après le crash. Et selon vous, cela tend à prouver la thèse d'un projectile lancé de l'extérieur vers l'avion. Fait intéressant également, Jérôme Garraud, notre correspondant TF1 LCI à Moscou, note que le journal pro-Kremlin Commerçant, l'un des plus lus en Russie, va dans le même sens. Des trous dans le fuselage et les ailes indiquent un possible tir de missile sur l'avion. Le troisième indice, c'est cette ligne droite capturée quelques secondes plus tard sur la même vidéo du crash de l'appareil. Une trace rectiligne, juste ici, qui part du sol pour monter dans les airs, comme la traînée d'un missile. On peut ajouter également les témoignages de riverains qui expliquent avoir entendu au moins une explosion. Écoutez ce témoin. Я слышу взрыв или хлопок, как сказать. Но обычно, если взрыв на земле, то он с эхом, да, а то просто вот бух. Я поднял голову и вижу белый дым. Крыло отлетает в одну сторону, а фюзеляж вот как-то вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и на одном крыле потихонечку. Alors, quel missile aurait été utilisé? Selon certaines sources, eh bien, on évoquerait le missile S-300. Ce sont des missiles antiaériens utilisés pour détruire d'autres missiles ou des avions de chasse. C'est plausible car une batterie de défense S-300 est positionnée dans la région. Mais il pourrait aussi s'agir d'un missile plus petit, tiré par exemple depuis un Panzer. C'est également une batterie antiaérienne et il est largement capable de détruire ce type d'avion.
Vous restez avec nous, Quentin, on va vous retrouver dans un instant sur ces hypothèses. Xavier Titelman, d'abord les S-300 sont de gros missiles, 7 à 8 mètres de long, 50 cm de diamètre. L'Embraer, l'avion que l'on a aperçu, qui n'était pas évidemment celui d'Evgeny Prigojine, mais qui est du même avion, touché par ce type de missile, il en resterait quoi, très sincèrement? Il ne reste absolument rien. Donc c'est pas un S-300 Ça dépend à quelle distance ça explose. Par exemple, le Boeing 777 de la Malaysia Airlines qui avait été touché par un missile Buk, on est sur la même catégorie en termes de poids. Un missile de S-300, ça doit faire entre 1 et 2 tonnes. Donc c'est quelque chose qui est gigantesque, qui a plus de 500 kg d'explosifs. Ça a envoyé des débris dans tous les sens. Il aurait pu plus se casser que ça. Maintenant, si ça explose à 50 mètres ou à 10 mètres, évidemment, il n'y a pas exactement les mêmes conséquences. C'est le souffle qui provoque le crash. Exactement. Parce qu'en fait, il y a des milliers de petits débris, parce que dans un missile antiaérien, il y a des milliers de petites billes de métal qui vont partir dans tous les sens, et c'est aussi ça qui va contribuer à détruire la cible. On n'a pas besoin de rentrer en collision. Le missile ne doit pas forcément cogner dans sa cible. Il y a des sortes de petites caméras qui analysent autour et qui voient la proximité et qui vont déclencher l'explosion à partir du moment où ils voient leur cible qui est relativement proche d'elle. Cette image, ça fait 24 heures qu'on la voit, elle est complètement dingue. C'est rare qu'on ait un avion en train de tomber, mais comme il y a eu une explosion qui a été entendue par plein de gens autour, ils ont tous dégainé leur téléphone et ils ont pu filmer. Donc oui, c'est sûr que des images d'avions qui tombent, on en a quand même relativement rarement. Voilà. Quentin, évidemment, les missiles, une frappe de missile, c'est l'une des hypothèses, peut-être la principale. Y a-t-il d'autres hypothèses? Et si oui, quelles sont-elles? Oui, il y a également une autre hypothèse, et ce soir, elle est relayée par des responsables américains cités par le Wall Street Journal, la thèse du sabotage. Pour ces responsables américains cités par le journal américain, une bombe a explosé dans l'avion ou une autre forme de sabotage a provoqué l'accident. Cette thèse, elle est également donnée par des comptes Telegram pro-Wagner depuis plusieurs heures. Selon l'une de ces chaînes, Orchestra, l'une des plus suivies, un engin explosif a été placé dans le train d'atterrissage de l'avion. Cela suffirait à endommager suffisamment l'appareil. Quant à la thèse de l'accident, autre thèse, elle est sans surprise privilégiée, elle, par les autorités russes. D'ailleurs, l'enquête qui est ouverte depuis hier parle d'une violation des règles de sécurité du transport aérien, mais elle reste peu probable car l'appareil était récent et les conditions météo plutôt optimales. Voilà, et on le rappelle encore une fois, tout cela, ce sont des hypothèses basées sur l'observation du crash, l'observation des débris. Il n'y a à ce stade aucune certitude sur ce qui a bien pu se passer. Une question en revanche, Quentin, que faisait Evgeny Prigojine en Russie? Eh bien, c'est là l'autre zone d'ombre de cette affaire. Cela révèle qu'hier soir, Evgeny Prigojine était à Moscou, au cœur du pouvoir russe, et qu'il se rendait à Saint-Pétersbourg, sa ville, là où il réside, là également où le siège de Wagner est toujours officiellement ouvert. Pourtant, sa dernière vidéo, publiée lundi, le montrait en Afrique, la voici, bien loin de Moscou donc. Mais selon la Russie, Evgeny Prigojine était bien à bord de cet avion et il est mort. Quelques minutes après le crash d'ailleurs, le ministère des situations d'urgence russe a très vite communiqué. Les corps des 10 personnes à bord de l'avion ont été retrouvés. Ils sont tous morts. Au départ prudent, les comptes pro-Wagner sur Telegram confirment également la mort de leur leader. Le chef du groupe Wagner, héros de la Russie, Evgeny Prigojine, a été tué, même si aucun corps, on le rappelle, n'a été formellement identifié ce soir. Merci Quentin. Et ce soir, on le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, c'est Vladimir Poutine qui parle d'Evgeny Prigojine comme d'un homme talentueux qui a commis des erreurs. La question qui se pose donc ce soir est qui a fait le coup, qui est responsable de la mort de l'ex-patron de Wagner? Voici un avis. Eh bien, on va la découvrir, cette citation, puisqu'il s'agit d'une citation, et elle nous vient d'une journaliste propagandiste russe, Margarita Simonian. Parmi les versions en discussion figure une mise en scène, mais personnellement, je penche plus pour le plus évident. Avant d'analyser cette phrase, quand elle parle de mise en scène, évidemment, ce serait une mise en scène de Prigojine pour disparaître. Je vais vous poser la question par principe sur ce plateau. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui ait un doute sur le fait que Prigojine soit mort? Non. Pas de mise en scène donc. Ce que dit Simonian, c'est que globalement, les responsables de ce qui s'est passé sont derrière les murs du Kremlin. Des sources militaires britanniques pointent du doigt le FSB. Qu'est-ce qui peut faire penser que les services secrets russes seraient derrière ce qui s'est passé hier soir?
Non, mais pour rester sur Margarita Simonian, c'est la chef... Vous pouvez aussi. Pardon ? Vous le pouvez aussi. C'est la chef de la propagande russe. Donc, c'est la dernière phrase qui interpelle, je pense, pour le plus évident. Le plus évident, c'est bien évident que chacun pense à Poutine. Et donc, si elle laisse entendre ça, c'est pour, bien entendu, essayer de faire peur aux élites. C'est le message dont on a parlé tout à l'heure. C'est démonstratif, spectaculaire, pas très loin de la résidence de Poutine à Valdaï, que ça s'est produit. Et donc, chacun pense, bien entendu, que c'est une vengeance de Poutine. Et je pense que ça, c'est un point... qui est important que la propagande fasse passer ce message. Quand on dit que le FSB est derrière l'opération, on parle de moyens opérationnels. C'est pas le FSB seul. On imagine en Russie qui décide d'aller se débarrasser d'Evgeny Prigojine. Qui dirige le FSB ? C'est un proche de Poutine. Oui, donc c'est Patrouchev et Bortnikov qui sont en charge du FSB. Et c'est vrai que l'une des hypothèses qui circulent, c'est de dire que Prigojine, lorsqu'il a fait sa marche du 24 juin dernier, il ne l'a pas fait sur sa seule initiative, qu'il ne pouvait pas faire un tel geste sans un appui fort du côté des services secrets. Et donc, c'est la raison pour laquelle Poutine a pris tellement peur. Il a eu peur ce jour-là, on l'a vu lors de sa déclaration le 24 juin au matin. Il a compris que ce n'était pas Prigojine tout seul. Donc la question, effectivement, aujourd'hui, c'est de savoir... au FSB, qui dirige ça ? On a eu Prigojine, mais qui est derrière il y a une lutte manifeste au sein du FSB entre ceux qui sont les loyalistes du côté de Poutine et ceux... Et alors, il y a plusieurs noms qui circulent, notamment des noms d'oligarques. On parle de Yuri Kovalchuk, dont on dit qu'il a été un de ceux qui ont imaginé cette guerre de Poutine contre l'Ukraine. D'autres encore qui notamment sur cette question de la présence de la Russie en Afrique, on voit combien c'est important dans ce conflit, ont des intérêts économiques énormes qu'ils veulent défendre, et c'est la raison pour laquelle ils privilégient le maintien de ces intérêts en Afrique et s'opposent à Poutine, et donc également à Prigojine sur ce point. Je pense que dans un régime, en tant qu'il est en Russie, les questions ou les décisions sur des choses pareilles sont pas faites sans Poutine. Enfin, c'est-à-dire que Poutine, il est impliqué. Surtout qu'on voit quand même une touche personnelle dans cette mise en scène de ce qui s'est passé. Ça veut dire que premièrement, Prigojine, il était quelqu'un qu'on considérait en tant qu'ami de Poutine. C'est quelqu'un que Poutine connaissait depuis longtemps. Et surtout aussi que, si vous regardez bien, ça fait plus ou moins deux mois, jour pour jour, depuis sa mutinerie. Il y avait aussi 10 personnes sur le bord de l'avion de Prigojine qui étaient morts. Apparemment, on dit que quand Prigojine a lancé sa mutinerie, ils ont aussi abattu 2 avions. Et c'était aussi 10 personnes qui étaient mortes ce temps-là, il y a 2 mois. Alors, il y a beaucoup de petites choses qui font que... Enfin, c'est très fort probable. Vous pensez que ce n'est pas le fruit du hasard ? Non, ce n'est pas un hasard si le monde entier regarde vers le Kremlin. C'est ce que dit la chef de la diplomatie allemande aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe qui, et les mots sont relativement forts quand on est dans une chancellerie. Est-ce qu'elle a raison selon vous, et est-ce qu'une fois encore, eh bien, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder ? Moi, je suis profondément convaincue que c'est pas un hasard. Et effectivement, il y a plein de petits symboles. Il y a aussi un symbole du côté de où était Poutine quand c'est annoncé. Il est devant un orchestre. On sait qu'on appelait les Wagner les musiciens. Il est en train de donner un discours de féliciter des militaires à qui... Vous pensez que c'est pas un hasard tout ça, qu'on ne va pas chercher des symboles là où on a envie de les voir ? Peut-être que certains des symboles qu'on identifie sont un hasard, mais je refuse de croire que tous les symboles sont un hasard. En plus, c'est le talent de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il fait des choses et on ne sait jamais si c'était voulu ou si c'était involontaire. Je donne un exemple totalement différent. Quand il avait rencontré Angela Merkel il y a des années, c'était bien connu qu'Angela Merkel était terrifiée par les chiens. Il arrive avec un grand labrador noir. Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que c'est fait exprès pour la déstabiliser? C'est le talent de Poutine, on ne sait jamais. Mais moi, personnellement, je refuse de croire que tous ces petits symboles n'ont pas été mis en scène par lui-même. Les Ukrainiens, ce soir, se dédouanent complètement de toute responsabilité dans la mort de Prigojine. Voici ce que dit leur président Volodymyr Zelensky.
По-перше, ми не маємо відношення до цієї ситуації. Це точно. Я думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення. Voilà, je vous ai vu sourire. Non, mais c'est le plus évident en fait. Tout le monde sait qui est derrière ça, et je pense que ce que Volodymyr Zelensky est en train Parce d'impliquer. que ce n'est pas dans leur intérêt de voir Prigojine mort, ils n'ont pas les capacités techniques de le faire, si. Écoutez, on a des choses beaucoup plus importantes à faire. Franchement. Je suis fatigué. Amener un système de défense aérienne, enfin c'est pas une Twingo quoi. Voilà. C'est lourd. Faut l'amener à 100 km de Moscou pour tirer. C'est improbable que les Ukrainiens soient impliqués. Non. Si ça avait été une bombe à l'intérieur, éventuellement, on pourrait se poser la question. Mais et un drone. Tellement de choses à faire. Oui, mais on les a vus tellement actifs ces derniers jours avec les drones ukrainiens. Je me fais l'avocat du diable, mais il faut examiner toutes les hypothèses. Bien sûr. Un drone aurait tapé, par exemple, un avion au sol. D'ailleurs, les Ukrainiens ont réussi à taper sur 2 Tupolev 22 qui étaient basés sur une base juste à côté de Saint-Pétersbourg la semaine dernière. Donc, ils savent le faire. Mais intercepter un avion de ligne avec un drone... Les drones ukrainiens, même si on les adore, c'est quand même pas des choses qui vont à 900 km/h et qui peuvent intercepter. Donc on n'est pas du tout sur la même catégorie. C'est un calcul de trajectoire, c'est pas vous que je vais expliquer ça. Oui, il faut l'arriver de face. Non, c'est quand même compliqué. C'est compliqué, d'accord. Les hypothèses évoquées ont plus de sens pour vous. Je voudrais vous faire écouter une autre réaction, et pas des moindres, celle du président américain Joe Biden. Écoutez ce qu'il dit suite à la mort d'Evgeny Prigojine. I don't know for a fact what happened, but I'm not surprised. Do you believe? There's not much that happens in Russia that not behind, but I don't know enough to know the answer. C'est ça. Voilà, personne n'a l'air surpris, finalement. C'est assez impressionnant, le point commun entre les dirigeants mondiaux, la population russe, la population ukrainienne. Le point commun, c'est que personne n'est étonné. En réalité, ce qui nous étonnait, c'était presque l'absence de réaction de Vladimir Poutine. Et effectivement, ça paraît absurde de douter du fait qu'il peut se passer une telle chose en Russie, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, et que Poutine ne soit pas au courant. Et pour rejoindre ce qui vient d'être dit, moi, je ne crois pas du tout, effectivement, à l'hypothèse que l'Ukraine ait quelque chose à voir là-dedans, d'autant que je ne vois pas pourquoi ils ont d'autres choses à faire, et je ne vois pas pourquoi ils iraient se fatiguer à faire ça alors qu'ils se tirent déjà tout seuls entre les pattes, Prigojine et Poutine. Pour moi, l'Ukraine n'a rien à voir dans cet assassinat. C'est pas le style de l'Ukraine, et effectivement, ils ont d'autres choses à faire. Mais c'est néanmoins une victoire pour l'Ukraine. Je pense que c'est un point très important. C'était le principal ennemi ces derniers mois. Il est maintenant hors d'état de nuire. Il y avait une crainte pour que Wagner, au Biélarus, soit un nouveau front qui puisse envahir l'Ukraine par le nord, ce qui rallongeait encore le front. Là, Wagner, ils sont en train de partir du Biélarus. Donc, moi, ce que je retiens surtout, c'est que en ce jour de l'indépendance nationale ukrainienne, il y a une grande victoire qui est la mort d'un des principaux soldats russes qui, au prix de milliers de morts, a pris Bakhmout cette année. Une enquête est en cours. On ne va pas revenir sur les causes du crash. On a évoqué les missiles, on a évoqué un explosif à l'intérieur de l'avion. Ce sont les deux principales hypothèses, même si évidemment la thèse du missile tient la corde. Une enquête est en cours, c'est ce que nous dit Vladimir Poutine ce soir. Il ira jusqu'au bout, dit le président russe. Libre à vous de le croire ou pas. Très sincèrement, est-ce qu'on peut faire confiance? Mais on n'y croit pas une seconde. Pas une seconde. Il n'y a pas eu de... sur l'assassinat de Boris Nemtsov, les commanditaires n'ont pas été arrêtés, enfin ceux qui ont décidé l'assassinat de Boris Nemtsov. Et c'est la même chose pour tous les assassinats politiques qui se sont succédés depuis plus de 20 ans en Russie. Donc on ne croit pas une seconde que ça puisse aboutir jusqu'au Kremlin. Par contre, ce qui quand même va mériter notre attention, c'est si réellement c'est un missile sol-air qui a abattu cet avion, il y a quand même une décision qui a été prise. Et ça, on peut pas le nier de la part de l'État russe. C'est nécessairement une instance administrative russe qui a pris la décision de tirer sur cet avion. Et ça, on voudra comprendre comment, pourquoi, à quel moment. Est-ce que c'est parce qu'il survolait une zone dangereuse, par exemple, ce qui expliquerait pourquoi l'avion s'est détourné à partir d'un certain seuil et a voulu supprimer sa visibilité. Il semble qu'il a été volontairement dérouté. Il ne s'est pas juste détourné. C'est pas une décision qui a été prise du cockpit. Visiblement, ça venait de la tour de contrôle. Moi, c'est ce que j'ai compris. Moi, à mon avis, la tour de contrôle a demandé à cet avion de sortir de la ligne aérienne traditionnelle pour qu'il ne soit pas à proximité d'autres avions civils.
Ce qui fait que, étant plus isolé dans le ciel, il y a moins de risques d'avoir des bavures avec d'autres avions qui passaient par là. Maintenant, on n'en sait rien, puisque ces communications-là, elles ne sont pas diffusées sur Internet, malheureusement. Mais oui, à mon avis, ils ont voulu éviter des bavures supplémentaires. C'est ça. Une question qui se pose aussi ce soir, est-ce qu'Evgeny Prigojine a été naïf? Est-ce qu'il a été imprudent? Regardez ce que disait l'un de ses proches cité par le journal Le Monde. Il était convaincu que Poutine lui avait pardonné et il n'avait peur de rien. C'est intéressant parce que on pourrait se dire que ça c'est une hypothèse qui mérite d'être examinée. Après, je me demande, pardonner sur quelles conditions? Parce que tu ne peux pas être juste pardonné comme ça pour ce qu'il a fait en termes de aussi l'image de Poutine. Et je pense que c'est là où l'intérêt financier et économique rentre en jeu. C'est la présence de Wagner en Afrique, c'est le réseau qu'il possède là-bas. Et vu que le ministère de la Défense, ils ont vraiment un objectif d'y rentrer, il y a même certaines informations qui sont évoquées par les médias russes, comme quoi il y a justement le ministère de Défense qui est en train de s'implanter en Libye au lieu de remplacer un peu les groupes Wagner. Alors, est-ce que c'est parce que Prigojine, il était devant un deal, soit tu nous lègues ça et il faut que tu laisses vraiment le ministère des Affaires de Défense gérer, soit voilà, il y aura peut-être des conséquences. On ne sait pas ce qui s'est passé à Moscou quand il était la veille voilà, avant qu'il décolle dans cet avion, voilà. Alors c'est intéressant quelle sorte de deal était sur la table et effectivement, d'après ce qu'on peut voir, c'est que voilà, il a rejeté le deal. Peut-être il se dit voilà, il se sentait très en sécurité et finalement pas assez précautionneux. Surtout le fait qu'il était avec sa main droite mais dans ça, le même avion. C'est ça qui est intéressant. Incroyable, c'est l'état-major presque complet. De Wagner, de Concorde, qui se trouve à l'intérieur de cet avion. Ça paraît, pardon, je ne suis pas un spécialiste de la défense et de ce genre de choses, mais déraisonnable dans la situation dans laquelle cet homme-là se trouve depuis 2 mois, de prendre ce type de risque. Il s'est fait piéger. Là, le scénario, pour moi, le plus probable, c'est que, encore une fois, il y a une concurrence forte en Afrique pour remplacer les mercenaires Wagner. Il y a le général Averianov qui se présente déjà comme le successeur de Prigojine en Afrique. Il y a des milliers de mercenaires et de soldats de l'armée russe qui sont envoyés en Afrique, en Libye, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Il y a des Tchétchènes. Enfin, et donc, Prigojine, il voit tout ça. Et il se dit, mais là, je suis en train de me faire griller. Poutine ne respecte pas sa parole donnée le 24 juin. Je n'ai plus qu'une solution, c'est de le rencontrer. Et Poutine, bien entendu, lui tend un piège en lui disant, tu viens avec Outkin, tu viens avec la direction de Wagner, et là, on en discute. Et ça a été fatal pour lui. Mais je dirais qu'il avait pas d'autre choix que d'aller défendre c'est un continent, l'Afrique. C'est des milliards en termes de revenus pour le Tchéveka Wagner. Donc, il a été aveuglé par l'argent, parce que c'est ça qui interpelle, c'est cette possible naïveté. En début de semaine, il publiait une vidéo dans laquelle on le voyait sur ce qui est probablement le sol africain. On ne sait pas précisément où, peut-être au Mali, lorsque l'on voit les véhicules et les motos derrière, c'est possible, on ne sait pas. Il détaillait le nouveau rôle qu'il allait jouer pour la Russie. Mais oui, il se présentait plus poutinien que Poutine. Voilà, je vais défendre les intérêts de la Russie. C'était le nouvel ambassadeur russe sur le continent africain. Est-ce à dire qu'il n'a rien vu venir ? Je pense que cette phrase dans la vidéo où il dit qu'il va porter la grandeur de la Russie sur tous les continents prouve que l'Afrique était en fait la monnaie d'échange dans les négociations entre Prigojine et Poutine depuis la mutinerie de Prigojine. Et alors effectivement, moi c'est ce qui m'a le plus étonnée quand j'ai lu la nouvelle hier. Je me suis dit, mais comment s'est-il fait appâter en Russie ? Et effectivement, je pense il ne faut pas oublier que Prigojine, c'était un entrepreneur. Il ne faut pas oublier que c'était un milliardaire qui avait des intérêts économiques. Il ne faut pas oublier que Poutine a des intérêts colossaux en Russie. Et il a dû avoir... Alors, dans quel sens s'est passée la discussion ? Qu'est-ce qu'il lui a dit pour le faire venir en Russie ? C'est très compliqué à dire, mais effectivement, ça tourne autour de ça.